découvrit ses premiers fossiles, les chercheurs restèrent stupéfaits. Les os racontaient l'existence d'un géant comme on n'en avait jamais vu. Un dinosaure aux mâchoires de crocodile, doté d'une imposante voile dorsale et d'une histoire si singulière qu'elle dérouterait les scientifiques pendant des générations. Et pourtant, bien qu'il fût plus haut qu'un Tyrannosaurus rex et plus long que le Giganotosaurus, tout en lui semblait penser pour l'eau. Dès le départ, un problème vint épaissir le mystère autour de cet animal redoutable. Les premiers os furent perdus pendant la guerre. Beaucoup d'autres finirent sur des marchés ou dans des collections privées, loin des scientifiques. L'image de l'animal se dessina à partir de fragments, de photos et de comparaisons. C'était comme reconstituer un film avec seulement quelques photogrammes et la bande-son. Comment chassait-il? Quelle était sa taille? À quoi ressemblait son quotidien? Nageait-il vraiment? Les questions se multipliaient à chaque indice nouveau. C'est pourquoi, dans les minutes qui suivent, nous allons remonter à son époque et à son territoire. Nous verrons le monde qu'il a façonné, ses origines, la transformation de son corps, les proies qu'il poursuivait et les rivaux qui partagèrent son habitat. Nous raconterons son ascension comme chasseur de rivières, son déclin lorsque l'environnement changea et l'empreinte qu'il a laissée dans la grande histoire des dinosaures. Et surtout, nous tenterons de répondre aux questions clés. Fut-il un nageur actif ou un chasseur de berges? À quoi servait sa voile? Pourquoi a-t-il dominé et pourquoi a-t-il disparu? Voici l'histoire du Spinosaurus aegyptiacus, le plus redouté des prédateurs fluviaux de tous les temps. Pour bien nous situer, donnons des dates. Le Spinosaurus a vécu au Mésozoïque, durant le Crétacé, plus précisément au Cénomanien. Nous parlons d'environ 100 à 93 millions d'années en arrière, avec un apogée autour de 95 millions d'années. Il n'a pas coexisté avec Tyrannosaurus rex. Le T-Rex est bien plus tardif, au Crétacé supérieur. Le Spinosaurus est antérieur, et son royaume fut tout autre, les grands fleuves d'Afrique du Nord. Imagine ce paysage. Les rivières traversent les plaines, des bancs de sable apparaissent et disparaissent au gré des crues. Sur les berges, des plantes géantes s'élèvent. Le courant emporte troncs, feuilles et nuages de vase. Dans l'eau nagent des poissons gigantesques aux épines en scie, des chélacantes robustes comme des poutres, des poissons pulmonés qui montent, respirer puis replongent d'un coup, et d'énormes crocodiles qui affleurent comme des ombres. Dans les airs, des ptérosaures planent au-dessus de la surface à l'affût d'une proie. À terre, d'autres théropodes guettent. Un monde riche en nourriture, mais aussi en concurrents. Et pourtant, il existe une zone que presque personne n'exploite pleinement. L'interface entre la berge et le chenal profond. Ce tronçon où l'eau dicte sa loi. C'est là qu'entre en scène Spinosaurus. Pour comprendre d'où vient ce prédateur, il faut regarder sa famille. Le Spinosaurus est un spinosauridé, un groupe au sein des dinosaures théropodes, les carnivores bipèdes. Les Spinosauridae sont divisés en deux sous-familles, les Baryonychinés et les Spinosaurinés. Les Spinosauridés descendent d'animaux terrestres, et le Spinosaurus est à la fois le plus grand et le plus adapté à l'eau d'entre eux. Cependant, les caractéristiques liées à la piscivorie, l'aptitude à se nourrir de poissons, étaient déjà présentes dans toute la famille. On peut donc affirmer que le lien des Spinosauridés avec l'eau est très ancien, et que les espèces issues de ces ancêtres ont poussé cette tendance très loin. Ses parents les plus connus apparaissent dans des lieux très différents, ce qui nous indique déjà que l'idée Spinosauridés fonctionnait sur plusieurs continents. En Angleterre, Baryonyx présentait un crâne allongé, des dents coniques et une énorme griffe à la main. Et bien qu'il fût plus petit que Spinosaurus, il atteignait environ 10 mètres. Au Niger, Suchomimus était plus grand, avec une crête basse et des bras puissants. Au Brésil, Irritator arborait un museau élancé, signe lui aussi d'une vie près de l'eau. Tous partagent des traits clés. Dents non dentelées pour agripper, mâchoires étroites et goût marqué pour les poissons. Au fil de millions d'années, la recette s'est peaufinée. De petits chasseurs des rives à des super prédateurs dont le corps s'est adapté à cette activité. Spinosaurus est la version la plus extrême de cette recette,
que nous allons découvrir tout de suite. Si l'on démonte son anatomie pièce par pièce, on découvre un plan bien différent de celui du grand théropode typique. Commençons par la tête. Son museau était long et étroit, muni de dents coniques, sans bords tranchants. Ses dents ne découpaient pas des filets, elles retenaient des proies glissantes, ce qui suggère une vie liée aux milieux aquatiques. Les chercheurs l'imaginent comme un ours, un prédateur terrestre, généraliste et opportuniste, mais capable d'attraper des poissons. Sauf qu'à la différence de l'ours, Spinosaurus montre des signes anatomiques clairs d'un captureur de poissons. À l'extrémité du museau, on observe de petits canaux nerveux qui trahissent une grande sensibilité. Ils pouvaient détecter des vibrations ou de subtils changements dans l'eau. Une aptitude d'une valeur inestimable quand l'eau est trouble et que le poisson se dérobe au regard. Les narines, en outre, étaient placées plus en arrière que chez d'autres dinosaures, près du toit du crâne. Ils pouvaient ainsi maintenir le museau très bas tout en respirant, en n'exposant que la partie supérieure du nez. C'est le même art du camouflage qu'emploient aujourd'hui certains animaux semi-aquatiques, comme l'hippopotame ou le crocodile. Dans l'ensemble, le crâne de Spinosaurus était étrange à plus d'un titre. À la différence des crocodiles, il était comprimé latéralement et non dorso-ventralement. Et si, dans les deux cas, la forme est hydrodynamique, elle ne minimise pas le même type de traînée, l'une réduit surtout la traînée latérale, l'autre la verticale. Cela signifie que, pour Spinosaurus, bouger la tête latéralement sous l'eau aurait été plus coûteux que l'incliner de haut en bas. Enfoncer le museau droit dans l'eau était donc la manière la plus efficace de percer la surface, à la façon d'un héron. La plupart des gens comparent de Spinosaurus à un crocodile. Il est vrai que tous deux sont des archosaures semi-aquatiques, aux dents coniques et imbriquées, et que la plupart des crocodiles se nourrissent volontiers de poissons. Ils peuvent poursuivre des proies ou tendre des embuscades sous l'eau. D'autres préfèrent d'avoir en Spinosaurus un héron, clairement adapté pour chasser dans l'eau, mais pas pour y vivre, ni pour y traquer longuement ses proies. En réalité, ce géant n'était ni héron ni crocodile, c'était autre chose, une forme de vie sans équivalent moderne. Sur le dos, on trouve le trait le plus spectaculaire, une voile formée par des épines neurales extrêmement allongées. À quoi servait-elle? Il est probable qu'elle n'ait pas eu une fonction unique. Elle pouvait amplifier l'apparence, signaler la force ou l'état, attirer un partenaire ou intimider des rivaux. Elle a peut-être joué un rôle dans la thermorégulation, en gagnant ou perdant de la chaleur selon l'exposition au soleil et au vent. Et pourquoi pas servir d'ancrage à des muscles dorsaux. Nous n'avons pas le manuel d'usine du Spinosaurus, mais une chose est sûre. C'était un trait voyant, impossible à ignorer. Et, dans un monde riche en prédateurs, se faire remarquer compte. Par ailleurs, les bras de Spinosaurus étaient robustes, ce qui le distingue d'autres géants comme T-Rex, aux bras courts et peu utiles. Chez Spinosaurus, les mains se terminaient par de grandes griffes recourbées. Et sur une berge de rivière, de telles mains aident à s'ancrer dans la vase, à immobiliser des proies encore frémissantes ou à gagner en stabilité lorsque le corps pivote pour aligner un poisson dans la gueule. Pense à ce que fait un pêcheur quand il sort une grosse prise et la plaque au sol. La comparaison n'est pas parfaite, mais l'idée y est. Ses pattes arrière, en revanche, étaient plus courtes que chez les autres mégathéropodes. Cela indique qu'il n'était pas taillé pour les grandes courses à terre. Ses pieds étaient larges, peut-être palmés. Des pieds larges répartissent le poids sur les surfaces molles, et dans l'eau, procurent de la poussée. La plus grande surprise vient de la queue. Dans les fossiles les plus complets, on voit une queue aplatie latéralement, en forme de pale. Ce n'est pas la queue raide d'un coureur, c'est une queue qui pousse l'eau. Cela ne fait pas de lui un nageur aussi efficace qu'un poisson, bien sûr, mais c'est un atout pour se déplacer et manœuvrer dans le milieu aquatique avec un contrôle que les autres théropodes n'avaient pas. Imagine cette queue se balançant latéralement en coups courts et précis, comme une rame infatigable. Interpréter ces traits n'est toutefois pas simple. Une queue adaptée à la nage prouve-t-elle qu'il passait l'essentiel de son temps dans les rivières? Ou bien la même queue pouvait-elle servir à parader, à intimider ou à mieux manœuvrer sur terre? Les indices sont souvent contradictoires. C'est toute la beauté
et la frustration de la paléontologie. Chaque réponse soulève de nouvelles questions. Ce qu'il y a d'exceptionnel chez Spinosaurus, ce n'est pas seulement son anatomie, c'est la manière dont il oblige les scientifiques à faire preuve de créativité. Rien de comparable n'a vécu depuis 70 millions d'années et rien de tel ne revivra. Toutes les méthodes, d'une façon ou d'une autre, suivent le principe de la comparaison entre créatures éteintes et vivantes pour formuler des hypothèses raisonnables. Mais avec Spinosaurus, il n'existe pas de véritable analogue. Pour l'étudier, on a utilisé des tomographies, des modèles informatiques, des reconstructions numériques et même des maquettes robotisées dans des bassins. Chaque approche dévoile un pan différent de sa vie. Ensemble, elles révèlent un animal qui refuse les cases. Au bout du compte, comment chassait-il? Deux scènes s'accordent bien et ne s'excluent pas. La première, l'affût en eau peu profonde. Spinosaurus attend à moitié immergé, museau immobile, percevant les vibrations. Lorsqu'un poisson s'approche assez, le museau jaillit comme un piège. Dents coniques, prise ferme, et direction la berge. La seconde, une brève poursuite dans l'eau. Pas de longues courses subaquatiques, mais des segments d'impulsion et de virage avec la queue. Juste ce qu'il faut pour surprendre une proie qui ne s'attend pas à ce type d'attaque chez un dinosaure. Selon la saison et le niveau du fleuve, il alternait l'un ou l'autre mode de chasse. Parmi les grands carnivores, Spinosaurus est l'original, l'inclassable. Ce n'est pas un simple mangeur de poissons, ni un chasseur terrestre ordinaire, mais quelque chose de plus complexe. Un prédateur qui a défié tout ce que nous pensions savoir des dinosaures. La comparaison avec d'autres géants fait mieux ressortir cette différence. Tyrannosaurus rex est un coureur terrestre à la morsure titanesque, muni de dents dentelées qui brisent os et chair. Giganotosaurus, autre prédateur immense, est lui aussi taillé pour trancher et déchiqueter de grandes proies à terre. Mais Spinosaurus ne joue pas ce jeu-là. Son arme principale n'est pas la puissance d'un coup de mâchoire destructeur, mais la capacité à retenir ce qui, dans l'eau, échappe si facilement. Son avantage n'est pas la vitesse au sol, mais le contrôle sur les bords des rivières et des chenaux. Il faut marquer ici une pause sur la taille. On dit souvent que Spinosaurus est le plus long des dinosaures prédateurs connus, avec des estimations pouvant atteindre 15 mètres. Son poids et sa morsure, en revanche, ne boxent pas dans la même catégorie que T-Rex, plus tardif et plus massif à longueur comparable. L'important est de comprendre cela sans en faire un concours. Ce ne sont pas le même type de prédateurs, et ils n'ont pas vécu ensemble. T-Rex a régné sur les forêts et les plaines d'Amérique du Nord des millions d'années plus tard. Spinosaurus a dominé les fleuves africains bien avant. Deux mondes, deux rois, deux manières différentes d'être au sommet chez soi. Le monde de Spinosaurus débordait de vie. Les poissons géants étaient son pain quotidien. Mais beaucoup de ces espèces étaient armées d'épines dangereuses et d'une peau très dure. Et dans une rivière regorgeant de nourriture, il n'était pas le seul chasseur. Il partageait l'espace avec d'énormes crocodiles et d'autres dinosaures prédateurs. D'où l'importance d'être un spécialiste. En pouvant se déplacer dans l'eau avec plus d'aisance que les autres théropodes, il avait accès à une ressource qu'eux exploitaient mal. Si, en plus, son corps lui permettait de se stabiliser dans la vase, de détecter des proies sans les voir et de respirer museau bas, son plage horaire de pêche s'élargissait. Il pouvait ainsi profiter de différents moments de la journée, de divers niveaux du fleuve et de recoins variés de la plaine. Pendant ce temps, les jeunes Spinosaurus, plus petits, évitaient sans doute les adultes pour ne pas finir en repas ou encaisser de mauvais coups. Chez bien des grands prédateurs, les classes d'âge occupent des espaces différents. On imagine aisément des juvéniles dans des chenaux secondaires, des mares peu profondes et des zones couvertes, s'essayant à de petites proies et apprenant le métier avant d'effrayer et de dominer un jour d'autres espèces. Mais pourquoi ce prédateur a-t-il dominé? Plusieurs raisons expliquent la suprématie de Spinosaurus dans les rivières. La première, la spécialisation. Dans un milieu saturé de chasseurs, conquérir une niche moins disputée est un avantage énorme. La deuxième, l'addition d'adaptation. Un museau long ne suffit pas. Il faut des dents adaptées, des narines bien placées, des pieds efficaces dans la vase, une queue qui pousse l'eau et des sens performants en milieu trouble. La troisième, la flexibilité.
Un animal capable de changer de stratégie selon les crues, de nager un peu, de vadouer, de se reposer sur des bancs de sable et de circuler dans les chenaux a davantage d'options pour trouver à manger et éviter les risques. La quatrième, la taille. Un corps de plus de 13 à 15 mètres impose le respect. Peu osent contester de front une proie à un tel animal. La grande taille aide aussi à conserver la chaleur et à mieux encaisser les variations brèves de l'environnement. Chassait-il en groupe? Nous n'en savons rien. Il tolérait peut-être ses congénères dans des zones très poissonneuses, comme le font certains prédateurs actuels lorsque la nourriture abonde. Mais il a pu être plutôt solitaire et territorial à d'autres périodes. Faute d'empreintes claires et de scènes figées dans le temps, il faut rester honnête. Pas de preuves décisives. Et en science, dire « nous ne savons pas » est aussi une réponse honnête. L'une des causes majeures de cette ignorance tient au fait que beaucoup d'os de Spinosaurus ont été retrouvés dans des contextes éloignés de leur lieu de découverte. En 1915, Ernst Stromer décrivit pour la première fois Spinosaurus à partir de matériel fossile trouvé en Égypte. Ce n'étaient que des fragments, mais ils incluaient ces fameuses épines dorsales en voile. Cet exemplaire devint la référence de l'espèce, l'holotype, ou premier spécimen décrit. Toutes les espèces, à l'exception de l'humain, possèdent un holotype servant de standard comparatif. Des années plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, des bombardements détruisirent les collections où il était conservé. Des os disparurent à jamais. Seuls survivirent des dessins, des photos et des notes. Spinosaurus devint un fantôme respecté, mais lointain. Entre-temps, dans plusieurs pays, des dents et des os commencèrent à apparaître sur des marchés. Beaucoup venaient de zones riches en fossiles, mais sans enregistrement clair du lieu exact ni de la couche de roche d'origine. On les polissait, on les reconstituait, et parfois on les mêlait à des pièces d'autres animaux. On comprend qu'en situation de nécessité, beaucoup aient vu dans ces fossiles un moyen de gagner leur vie. Mais pour la science, perdre le contexte d'une découverte, c'est perdre la moitié de l'histoire. Savoir de quelle strate provient un os, quelles espèces l'accompagnent et dans quelle orientation il se trouvait, vaut autant que l'os lui-même. Puis la lumière est venue de deux côtés. D'une part, la découverte de proches bien conservés, comme Baryonyx en Angleterre, a aidé à comprendre la recette Spinosauridés. D'autre part, de nouveaux travaux de terrain en Afrique du Nord, menés avec dialogue et patience, ont permis de rattacher certains fossiles à leur gisement d'origine. À partir de 2014, l'équipe dirigée par Nizar Ibrahim présenta du matériel clé du Maroc qui bouleversa l'image de l'animal. Pattes arrière plus courtes que prévu, pieds larges, narines hautes et, quelques années plus tard, une queue semblant taillée pour pousser l'eau. Ces restes furent désignés comme néotypes de Spinosaurus aegyptiacus, établis comme nouveau standard de référence de l'espèce, le matériel original ayant été perdu. À cela se sont ajoutés des modèles informatiques, des tomographies, des reconstructions 3D et des essais de maquettes dans l'eau. L'idée d'un Spinosaurus semi-aquatique ne repose pas sur une preuve unique, mais sur un faisceau d'indices cohérents. Tout n'est pas certain pour autant. Portait-il des plumes? Chez les théropodes, les plumes sont à la base du groupe. Mais un animal aussi grand, vivant sous un climat chaud et menant une vie très aquatique, tend à perdre son isolation. Peut-être avait-il une peau plus lisse, peut-être des restes de duvet fin par endroits, sans empreinte de peau ni pigments conservés. On ne peut l'affirmer. Ses dents étaient-elles visibles comme chez un crocodile ou couvertes par des lèvres? Chez de nombreux dinosaures, des lèvres protègent les dents de l'air. Chez les Spinosauridés, le cas se complique en raison de la forme du museau et de la concentration de capteurs à son extrémité. Des arguments existent des deux côtés. La voile servait-elle de gouvernail? En tant que structure haute, elle peut influencer la stabilité, oui, mais la propulsion réelle dans l'eau vient de la queue. Pour la voile, le plus solide demeure l'évidence. Elle se voit de loin. Et ce qui se voit communique. L'aube se lève. La brume quitte l'eau tiède. Le courant reste lent, mais pousse. Près de la berge, quelque chose fend la surface presque sans bruit. On ne distingue qu'une ligne sombre,
Un pan de voile est la partie supérieure du museau. Le reste du corps est dissimulé sous l'eau. L'animal bouge à peine. L'eau apporte des signaux. Un poisson pulmoné monte respirer, rompt le calme d'un son bref et redescend. La queue du Spinosaurus délivre un coup latéral sec. Le corps avance juste ce qu'il faut. Le cou projette le museau en avant, dents et pression. La proie se débat, mais la gueule se referme comme un piège. Un coup de nuque, un pas vers la berge, des griffes dans la vase, et l'on aligne la prise pour mieux l'avaler. La voile dégouline, la queue fouette silencieusement. Quelques heures plus tard, le fleuve descend. De grandes mares subsistent, reliées par des langues d'eau. Dans ses poches, les poissons se concentrent. Ici, Spinosaurus marche calmement. Les pieds larges s'enfoncent moins. Chaque pas est pesé. Au moindre signe d'un poisson, le museau effleure l'eau. Il ne se jette pas tête la première. Il calcule. Quand cela vaut la peine, coup de queue, demi-plongeon, saisie et retour vers un banc de sable. Plus tard, le soleil cogne. L'animal se couche le corps à l'ombre, la voile au soleil. Peut-être ainsi perd-il ou gagne-t-il plus vite de la chaleur. Peut-être est-ce simplement confortable. Au loin, un crocodile géant se déplace. Aucun n'a intérêt à se blesser. Changer de rive est facile quand on connaît chaque recoin du fleuve. Au-dessus, un ptérosaure plane, puis descend picorer des restes. Spinosaurus l'ignore. Tout ne mérite pas un effort. Mais quand arrive la saison des pluies, le monde change. Les rivières grossissent, envahissent les prairies basses, relient des lagunes jusqu'ici isolées. Pour certains chasseurs, c'est un problème. La nourriture se disperse. Pour un animal à l'aise dans l'eau, l'histoire est différente. De nouveaux passages s'ouvrent, de nouveaux postes d'affût, de nouveaux chenaux qui apportent des poissons de loin. Ici, la queue est une alliée. Il ne s'agit pas de parcourir des kilomètres en poursuite, mais de se déplacer avec assurance entre les courants, de traverser d'un bord à l'autre, de rester stable, tandis que l'eau pousse sur les pattes. C'est aussi pendant ces crues que les berges changent le plus, obligeant à réapprendre le terrain. Un spécialiste des rivières apprend vite. Sinon, il est dépassé. La succession des saisons influe aussi sur la reproduction. Nous ignorons à quoi ressemblèrent ces nids et combien d'œufs ils pondaient. Par analogie avec d'autres théropodes et de grands reptiles, on peut raisonnablement envisager des nids en hauteur, hors de portée des inondations, et des soins au moins pendant quelque temps. Un jeune Spinosaurus ferait une proie facile. Atteindre une taille dissuasive exige des années, une alimentation régulière et l'évitement d'affrontements dangereux. C'est pourquoi les juvéniles devaient fréquenter de petites berges et une végétation dense où leur corps plus léger pouvait se déplacer sans attirer l'attention. Et pourtant, les années passent, et comme toujours, l'environnement se transforme. Il ne s'agit pas du célèbre astéroïde de la fin du Crétacé. Spinosaurus n'a pas connu cet épisode. Il s'agit de changements graduels du climat, du niveau de la mer, de la morphologie des rivières et de la disponibilité des grandes proies dont il avait tant besoin. Si un spécialiste dépend de poissons bien précis et que ces poissons déclinent, le spécialiste souffre face à des prédateurs plus généralistes. Si les chenaux se déplacent ou disparaissent, si les crues deviennent moins prévisibles, si les rivaux changent, l'équilibre se rompt. Les spinosauridés se sont d'ailleurs éteints bien avant la grande extinction qui a emporté la plupart des dinosaures. Leur lignée, toutefois, s'est maintenue des dizaines de millions d'années. À l'échelle géologique, c'est un succès éclatant. Revenons maintenant aux questions qui nous ont menés ici. Spinosaurus était-il un nageur actif? Tout indique que l'eau n'était pas une simple ressource occasionnelle. Sa queue, ses pieds et ses narines parlent d'un animal passant beaucoup de temps dans l'eau, capable de s'y mouvoir avec un certain appui et contrôle. Était-ce pour autant un nageur comme un poisson? Non. Ses os et son corps ne sont pas ceux d'un animal entièrement aquatique. Une étude a examiné des sections transversales d'os chez des centaines d'animaux vivants et fossiles afin d'établir un lien entre la densité osseuse et le mode de vie. Les vertébrés aquatiques et semi-aquatiques tendent à avoir des os plus denses, avec moins de cavités aériennes, que les animaux terrestres qui ont tendance à flotter. Flotter devient un problème si l'on doit chasser sous l'eau,
car il faut dépenser beaucoup d'énergie pour s'immerger. Spinosaurus fait toutefois figure d'exception. Il possédait des os suffisamment denses pour s'enfoncer dans l'eau. Les scientifiques en furent perplexes, car cela contredisait des preuves biomécaniques de flottabilité et de stabilité montrant que pour Spinosaurus, il serait difficile de se maintenir immergé. Il aurait dû battre constamment pour éviter que sa voile dorsale ne le fasse vaciller latéralement. Cela peut cependant signifier que Spinosaurus se déplaçait dans l'eau comme un hippopotame, ni coulant à pic, ni flottant, mais en suspension, avançant lentement et efficacement, en gardant cap et vitesse par de doux battements plutôt que par une nage rapide et puissante. Rappelons que les hippopotames présentent moins de traits aquatiques et sont moins hydrodynamiques qu'un Spinosaurus. S'ils peuvent nager, pourquoi Spinosaurus ne le ferait-il pas? Chassait-il depuis la berge comme un héron? Aussi. Les conditions variaient et ses stratégies ont dû varier avec elles. Pourquoi a-t-il dominé en Afrique du Nord? Parce qu'il a trouvé une niche regorgeant de nourriture, moins disputée, et qu'il a façonné son corps pour l'exploiter mieux que quiconque. Peut-on imaginer ses couleurs ou des ornements? Aucune preuve directe, mais on peut envisager des possibilités sans vendre du rêve. Un animal vivant sur des berges et dans des eaux troubles bénéficie du camouflage. Teinte brune, verdâtre, grise. Une grande voile pourrait présenter des zones plus claires ou plus sombres, peut-être variées d'aspect selon l'afflux sanguin à certains moments. Dans la nature actuelle, de nombreux animaux emploient des signaux visuels pour communiquer. Il n'est pas farfelu de penser qu'un trait aussi visible ait aussi servi à cela. Aujourd'hui, il ne nous reste du Spinosaurus que ses fossiles et son héritage. Les oiseaux sont les seuls dinosaures à avoir survécu à la grande extinction de la fin du Crétacé. Ils ne descendent pas des spinosauridés, mais appartiennent, eux aussi, à l'arbre des théropodes. Chaque moineau, chaque héron, chaque aigle porte une histoire qui remonte à des prédateurs bipèdes. Voir un héron immobile au bord de l'eau, planter son bec avec précision, est une scène moderne qui aide à imaginer, avec toutes les différences que cela suppose, ce que pouvait faire un Spinosaurus à son échelle. Quand nous pensons dinosaures, nous imaginons souvent dents dentelées, courses, rugissements fantasmés. Spinosaurus nous oblige à penser autrement, aux eaux calmes, à la vase, aux signaux subtils, aux queues qui poussent l'eau et au corps adapté à la frontière entre deux mondes. C'est là sa valeur. Il n'est pas seulement grand, il est différent. Il élargit le champ du possible au sein de son groupe. Si nous devions résumer sa vie en une phrase, ce serait celle-ci. Tandis que les autres regardèrent la plaine, lui regarda la rivière. Il y trouva son opportunité. Il y bâtit son règne. Et quand cette rivière changea, quand les cycles et les proies ne furent plus les mêmes, son histoire s'éteignit. Non par manque de force, mais parce que le décor ne soutenait plus sa pièce. La recherche sur Spinosaurus continuera. Chaque nouvelle dent bien documentée, chaque fragment de queue replacé dans son contexte, chaque strate décrite avec précision sont des pas vers une vision plus nette. Un jour, peut-être, surgira un squelette bien plus complet, avec des empreintes de peau ou des détails que nous n'imaginons pas encore. Peut-être faudra-t-il encore retoucher le portrait. Tant mieux. C'est ainsi que fonctionne la science. Ce n'est pas une liste de vérités éternelles, mais une longue conversation qui s'affine à chaque preuve. Le vrai Spinosaurus n'est pas une image figée. C'est le processus même de découvrir, corriger et recommencer à regarder. C'est un rappel que la vie expérimente et que, parfois, pour être roi, nul besoin de courir plus vite que les autres. Il suffit d'apprendre à se mouvoir là où les autres ne savent pas. C'est ce que fit Spinosaurus. Il le fit si bien que son nom n'est plus seulement celui d'un animal étrange à voile dorsale, mais le symbole d'une autre voie parmi les dinosaures. Alors, quand tu fermeras les yeux pour imaginer ce géant, ne le place pas sur une plaine poussiéreuse à poursuivre une proie terrestre. Ramène-le chez lui. Mets-le dans la rivière, la voile fendant la surface et la queue serpentant sous l'eau. Laisse-le sentir le monde avec son museau. Laisse-le choisir le moment. Tu verras, soudain, tout s'imbrique. Voilà l'histoire du Spinosaurus, le prédateur qui a brisé le moule.